Bien, bonjour à tous, il est 11 heures. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est prévu que les étudiants fassent un mot d'introduction ou est-ce qu'on démarre tout de suite? Bonjour, oui, non, vous pouvez commencer tout de suite. Très bien. Alors bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour assister à cette présentation consacrée à la faune sauvage et aux nouveaux animaux de compagnie. Je me présente rapidement, je suis Pascal Arnay, enseignant-chercheur à l'école vétérinaire d'Alfort et j'interviens surtout au titre de responsable du centre de soins de la faune sauvage de cette même école. Donc l'intitulé de ma présentation est le suivant: vétérinaire faune sauvage entre rêve et réalité. Alors je suis sûr que vous êtes trop jeune pour vibrer sur la photo qui vous est présentée en première page, mais pour les plus anciens comme moi, c'est le rappel d'un lion très célèbre de la série Dactari, le lion Clarence, le fameux lion qui louchait. Donc on va parler un petit peu de vétérinaire faune sauvage et des circonstances dans lesquelles on peut être amené à travailler avec des animaux sauvages ou non domestiques. Alors tout d'abord, c'est le rêve de beaucoup d'étudiants en première année, c'est un constat qui se renouvelle chaque année, mais finalement, au cours de la scolarité, il y a souvent une évolution de la perception du métier du vétérinaire, et c'est d'ailleurs l'occasion au cours de cette journée de découvrir de multiples facettes. Et après une longue maturation au cours des différentes années, finalement, il n'y a plus qu'une infime minorité d'étudiants qui, en fin de cursus, se considèrent comme souhaitant investir ce métier de vétérinaire dans la faune sauvage. Néanmoins, il est important, et on a une brûlante actualité concernant la Covid, de situer le vétérinaire par rapport à un certain nombre de problématiques touchant à la faune sauvage. Et notamment, il y a un concept qui a émergé dans les années 2000, un concept qui est très important, qui, je le répète, est d'une actualité brûlante, c'est le concept d'une seule santé, qui réunit finalement la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. On comprend bien que le vétérinaire est parfaitement légitime, c'est lui qui est en première ligne pour tout ce qui concerne la santé animale. Mais il ne faut pas méconnaître l'importance qu'a également le vétérinaire en matière de santé humaine. Notamment, il joue le rôle de vigile, finalement, il joue un rôle très important de prévention de l'émergence d'un certain nombre de maladies humaines qui correspondent à des zoonoses, donc des maladies qui peuvent être transmises de l'animal à l'homme et vice-versa. D'autre part, il y a une problématique tout à fait singulière qui concerne l'animal domestique et l'animal sauvage. Et le vétérinaire a un rôle essentiel pour prévenir des échanges d'agents pathogènes entre animal domestique et animal sauvage, et donc notamment s'intéresser à ce que l'on appelle globalement la santé de l'environnement. Donc le vétérinaire est vraiment au cœur de cette problématique une seule santé, quelle que soit son activité, il peut être confronté à ce rôle-là qui est primordial. Alors, le vétérinaire faune sauvage, en fait, ça ne concerne pas une, une part importante des vétérinaires exerçant la profession, mais néanmoins, il existe des opportunités rares qui concernent surtout des domaines très variés. C'est ce que je vais essayer de présenter dans cette courte présentation, et donc des parcours différenciés à envisager si l'on souhaite exercer en lien avec la faune sauvage. Alors, il y a deux grandes césures finalement à aborder lorsqu'on s'intéresse aux animaux de la faune sauvage. On peut être amené à intervenir dans le cadre de la faune sauvage captive, mais aussi dans le cadre de la faune sauvage libre. Et puis, il y a des opportunités aussi en termes d'investissement que l'on souhaite consentir dans cette activité. On peut devenir un vétérinaire spécialiste dans ce domaine, mais ça demande vraiment de s'investir sur des années complémentaires. Généralement, c'est rajouter 4 ans de plus sur un cursus qui est déjà long. Mais on peut aussi avoir des opportunités d'exercer dans le cadre de la faune sauvage en tant que vétérinaire lambda, en tant que vétérinaire généraliste. On peut travailler sur la faune sauvage captive dans l'activité tout venant. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisque ce sera l'occasion pour Charlie Pignon de développer ces aspects-là, mais bien évidemment, le vétérinaire, dans le cadre de sa pratique quotidienne en cabinet, peut être amené à gérer des animaux qui présentent un statut sauvage, mais qui seront
la propriété d'un certain nombre de propriétaires qui donc peuvent les amener en consultation. Et donc vous avez des vétérinaires qui peuvent travailler avec des nouveaux animaux de compagnie, puisqu'on est dans ce cadre, en tant que généraliste, mais on peut aussi pousser beaucoup plus loin les compétences en devenant un vétérinaire spécialiste, ce dont vous parlera Charlie Pignon. Un aspect plus anecdotique, mais qui concerne les animaux d'élevage, il existe aussi un certain nombre d'animaux d'élevage qui ont conservé le statut d'animaux non domestiques ou sauvages. Et donc il y a un certain nombre de vétérinaires, dans le cadre de leur pratique quotidienne, ça concerne plutôt des vétérinaires ruraux, qui peuvent être amenés à travailler, à gérer, à encadrer des élevages de ce type, des élevages un petit peu particuliers. Donc à titre d'illustration, ça peut être des gibiers d'élevage, ça peut être du bison d'Europe, il existe du bison d'Amérique, pardon. Il existe un certain nombre d'élevages de ce type en France, mais aussi les autruches ou daims, par exemple. Donc ça reste anecdotique, mais ça existe. Beaucoup plus visible, l'intervention des vétérinaires en parc zoologique. Là aussi, je crois que Charlie Pignon en parlera un petit peu. Donc là, c'est des vétérinaires qui peuvent intervenir à l'issue ou qui peuvent devenir vétérinaires de zoo à l'issue d'un parcours, d'un cursus classique. Donc c'est ce que j'appelle des vétérinaires généralistes qui vont devenir vétérinaires de zoo. Mais de plus en plus, en fait, on voit des vétérinaires qui s'investissent dans un parcours beaucoup plus long et qui vont passer le diplôme de collège européen à l'issue de 4 années supplémentaires pour devenir des vétérinaires spécialistes et travailler dans ce cadre dans les parcs zoologiques français. Il existe aussi la possibilité de travailler sur de la faune sauvage non captive et c'est notamment le cadre des centres de soins aux animaux de la faune sauvage. Alors ça peut paraître paradoxal de parler de faune sauvage non captive dans le cadre de centres de soins, mais en réalité, il s'agit bien de cela, puisque la particularité des centres de soins, c'est de gérer des animaux sauvages qui sont issus de la nature, de les prendre en charge, de les soigner, de les réhabiliter pour les remettre dans la nature. Donc on est vraiment dans un cadre spécifique de détention momentanée sur du court terme, sur des animaux qui sont issus du milieu sauvage et qui sont destinés à y retourner. Donc c'est un petit peu différent, même largement différent dans ses principes des parcs zoologiques, puisque la plupart, si ce n'est l'essentiel, la totalité des animaux hébergés dans les parcs zoologiques sont destinés à y rester toute leur vie et surtout sont généralement issus de la captivité dès la naissance. Donc là, on peut avoir des vétérinaires qui interviennent au titre de vétérinaire généraliste, issu du cursus normal, mais il y a aussi la possibilité de se spécialiser dans ce cadre-là pour exercer dans cette activité. Alors à côté de ça, pour ce qui concerne la faune sauvage non captive, on peut faire le choix aussi d'un parcours tout à fait différent qui se distingue de ce que je viens d'évoquer, en ce sens qu'on ne va plus être vraiment dans une activité de soins, mais plutôt dans une activité de surveillance, d'étude de l'animal dans le milieu naturel. Et dans ce cadre-là, on est plutôt sur une spécialisation dans la recherche avec des parcours qui peuvent se faire éventuellement dans le cadre d'une spécialisation. Ça existe, il y a des diplômes européens qui permettent de préparer le vétérinaire à travailler dans ce cadre-là, mais la plupart des vétérinaires qui vont intervenir dans le cadre de la surveillance ou de l'étude de l'animal dans le milieu naturel vont réaliser une activité de recherche, donc vont devoir acquérir de nouvelles compétences qui peuvent concerner l'écologie, l'éthologie, la toxicologie, l'épidémiologie. Et donc il s'agit surtout pour les deux premiers items, écologie et éthologie, d'acquérir une double culture, une double compétence, et en général ça se fait au travers de la réalisation d'un master de recherche, puis d'une thèse d'université. Donc là, on est plutôt dans une dimension distincte. Je ne suis pas dans une activité de soins, mais je m'intéresse à la faune sauvage pour travailler sur des problématiques ayant trait à l'écologie, l'éthologie, la toxicologie, l'épidémiologie. Donc on comprend bien la nécessité de compléter, notamment pour l'écologie et l'éthologie, les compétences initiales par un double cursus, généralement universitaire. Alors là, j'ai évoqué la possibilité de réaliser, mais les places sont rares, de travailler à temps complet
dans le cadre de la faune sauvage, soit en lien avec des activités de soins, soit en lien avec des activités plutôt de recherche. Mais il y a des multiples opportunités de travailler aussi à temps partiel au niveau de la faune sauvage. Donc notamment pour les vétérinaires praticiens, c'est quelque chose que l'on constate de plus en plus de clients des praticiens vétérinaires peuvent être amenés à leur amener des animaux sauvages qu'ils auront trouvés dans la nature. Donc ça, c'est une première occasion assez commune d'être en interface avec de la faune sauvage. Ensuite, on peut avoir des vétérinaires qui vont accompagner des petites structures qui ne sont pas suffisamment grandes, comme des zoos ou des centres de soins qui ne peuvent pas se payer un vétérinaire à temps plein. Et donc, selon la proximité géographique qu'on peut avoir avec ce type de structure, on peut être amené à les accompagner, donc petits parcs zoologiques ou centres de soins. On peut aussi avoir des vétérinaires qui sont impliqués ponctuellement dans des programmes de conservation d'espèces. Donc des vétérinaires qui, là aussi, par rapport à leur localisation, proches des Pyrénées, proches des Alpes, peuvent être amenés à notamment des programmes de conservation d'espèces. Je pense à un certain nombre d'espèces de rapaces, gypaètes barbus, vautours fauves, mais aussi accompagnement de la réintroduction du bouquetin ibérique, par exemple dans les Pyrénées, où on peut avoir des vétérinaires qui peuvent être sollicités ponctuellement pour intervenir à côté de leur pratique habituelle, qui peut être tout à fait classique en médecine rurale ou médecine des carnivores domestiques. Je crois que vous avez la possibilité de suivre une conférence aussi sur les vétérinaires pompiers. Donc les vétérinaires pompiers peuvent être aussi amenés ponctuellement, et même ça peut être assez régulier, à intervenir sur des problématiques faune sauvage, notamment faune sauvage animaux dans la ville, pouvant poser problème. La plupart des animaux un petit peu délicats qui nous sont amenés à la clinique faune sauvage de l'école vétérinaire sont acheminés par les pompiers. Et on peut être aussi, par exemple, membre du réseau d'échouage qui surveille justement les échouages de dauphins ou de baleines sur les côtes françaises, par exemple. Enfin, pour conclure, la formation en faune sauvage est une formation qui se développe petit à petit dans les écoles vétérinaires à des rythmes contrastés en fonction des écoles, mais donc on essaie de mettre en place une offre de formation en France, dans les différentes écoles vétérinaires. Le cursus vétérinaire en lui-même prépare les étudiants à une polyvalence indispensable à cet exercice particulier. Autrement dit, le fait de travailler sur des animaux domestiques, que ce soit des oiseaux d'élevage, que ce soit des carnivores domestiques, les porcs, les ruminants domestiques, ça permet aussi d'acquérir des compétences indispensables qui pourront être très profitables à l'exercice et à la prise en charge de la faune sauvage. Et donc, les écoles vétérinaires, le cursus des écoles vétérinaires offre un cursus très complet qui concerne la médecine individuelle et de population, la physiologie, la pathologie comparée, l'épidémiologie, l'infectiologie, la zootechnie, la nutrition et plein d'autres matières qui vous prépareront justement un exercice plein et entier, quelle que soit l'espèce que vous choisirez ou les espèces que vous choisirez et qui peuvent être des espèces de la faune sauvage. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et je vais passer la parole donc à mon collègue Charlie Pignon. Bonjour à tous. Merci Pascal pour cette présentation. Normalement, vous devriez voir mon écran partagé maintenant. J'espère que ça fonctionne bien. Je me présente aussi. Je suis praticien hospitalier donc en médecine zoologique à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Et pour cette présentation, j'ai choisi d'avoir un prisme un petit peu différent que celui de Pascal afin de compléter un petit peu sa présentation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu le parcours que j'ai pu avoir en insistant sur un certain nombre de points, notamment sur ce qu'est réellement le métier de vétérinaire en médecine zoologique. Alors, c'est très simple, la médecine zoologique, en fait, ça va regrouper, et je l'ai illustré par ces images, tout ce qui est donc la faune sauvage non captive, qu'elle soit européenne ou non européenne, la faune sauvage captive, c'est-à-dire tout ce qui est le métier de zoo, la faune sauvage, les centres de soins, et après, il y a aussi tout ce qui est la médecine des nouveaux animaux de compagnie, qui correspond pour un certain nombre d'espèces à des animaux sauvages.
Alors, donc pour commencer cette présentation, c'est vrai que beaucoup d'étudiants ont toujours voulu être vétérinaires et ne savent pas beaucoup pourquoi. J'ai pris le temps un petit peu de m'asseoir sur un fauteuil de psychanalyse et de me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu être vétérinaire? Parce que c'est vrai que depuis tout le temps, en fait, je n'ai pas d'autre souvenir que d'avoir voulu être vétérinaire. Pourquoi en particulier en médecine zoologique? Alors je me demande si quand j'étais très très jeune, j'ai pas été influencé par Babar et par ce méchant chasseur qui a tué la maman de Babar, ou éventuellement par le premier film que j'ai été regarder au cinéma, qui était à l'époque celui de Bambi, et pareil par le méchant chasseur qui a tué la maman de Bambi. Et c'est peut-être à ce moment-là que finalement inconsciemment, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne deviendrai pas vétérinaire et pourquoi j'essaierai pas de contrecarrer ces méchants chasseurs et de préserver la faune sauvage. D'autres influences aussi, c'est un peu ce qu'a dit Pascal. Alors ça, certainement, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a plusieurs années, avant qu'on ait le droit au Père Noël est une ordure tous les Noëls, eh bien, on avait le droit à Dactari tous les Noëls, qui est effectivement les aventures de soins de la faune sauvage en Afrique, dans la brousse, avec voilà, plein d'aventures qui se passent. Et je pense que ça, c'est aussi influencé. Et beaucoup plus récemment, quelque chose qui m'a pas mal influencé, eh bien, c'était les émissions de ce monsieur avant qu'il prenne un costume et des cravates et qu'il rentre au gouvernement. Et en fait, ça m'a influencé par le fait que, on voyait beaucoup de belles images, mais que par contre, ce qu'il racontait en termes de santé sur les animaux n'était pas forcément toujours approprié. Je me suis dit, et pourquoi je ne deviendrais pas vétérinaire de la faune sauvage pour aller l'aider en fait à développer cet aspect-là. Bon, au final, je ne l'ai jamais rencontré, mais voilà. Alors, mon cursus est un petit peu, enfin, pas forcément ce que tout le monde a fait, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a une majorité d'étudiants qui passent par la voie classe préparatoire. On a toujours cette possibilité de passer via le concours B par la fac. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, à l'époque, ça s'appelle DUG, maintenant, ça s'appelle licence. Bon, ben voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc, j'ai connu ces amphis bondés. Où c'était pas forcément toujours facile de se concentrer, de travailler. Et puis j'ai réussi bien, à intégrer l'école vétérinaire d'Alfort donc en 2001, au cours duquel bien, on a appris beaucoup de choses. Au début, c'était pas forcément des choses qui me semblaient intéressantes et importantes. Là, vous me voyez en train de travailler sur une vache. On peut se penser que c'est très très éloigné de la médecine zoologique. Eh bien, en fait, non, pas du tout, puisqu'en médecine zoologique, vous allez avoir affaire à une variété d'espèces qui est extrêmement importante. Et bien savoir soigner une vache, c'est quelque chose que vous allez pouvoir par la suite transposer sur des espèces beaucoup plus sauvages, comme par exemple des gores, des buffles, etc., etc. Donc, il y a toute une partie où effectivement, on peut se poser un petit peu la question parce que surtout à cette époque-là, il n'y avait absolument pas de cours ni sur l'ENAC, ni sur la faune sauvage, etc. Il y avait des optionnels qui existaient, mais dans le cœur du cursus, on n'avait pas de cours. Et c'est vrai que ça pouvait sembler être un peu frustrant que de ne pas avoir des cours et de se dire, de toute façon, moi, c'est pas ça que je veux faire et quand est-ce que je vais commencer à apprendre ce métier? Mais on se rend compte avec du recul après coup que, eh bien, effectivement, un certain nombre de cours qui nous paraissent bien loin de ce qu'on veut faire plus tard, en fait, sont très importants. Donc voilà. Et je pourrais dire la même chose d'ailleurs pour tout ce qui est des cours que l'on apprend en prépa ou en université, puisque ça va être vraiment la base pour la suite, eh bien, des données et des connaissances qu'on va avoir à appliquer dans notre travail de tous les jours. Donc voilà, donc même si ça vous paraît frustrant en ce moment, ce que vous apprenez, eh bien, essayez de vous motiver quand même pour vous dire que ça vous servira bien évidemment par la suite. Dans les autres choses, comme évidemment à cette époque-là, il y avait pas grand-chose en termes de formation, eh bien ça se faisait via des optionnels, et donc notamment via l'optionnel faune sauvage qui déjà à l'époque était encadré par Pascal, auquel j'ai participé, et puis par la création donc de clubs, puisque ça n'existait pas à l'époque, donc le club Yabumba Junior, qui mettait en relation bien, le monde professionnel de la médecine zoologique avec les étudiants, et notamment là vous voyez par exemple on avait aidé à l'organisation d'un congrès qui avait lieu à Paris. Et c'était l'occasion et de croiser énormément de professionnels donc de médecine zoologique et en même temps d'apprendre un certain nombre de choses.
Alors, par la suite, j'ai eu la chance, justement, au cours de ces congrès et au cours de ces formations, de croiser un certain nombre de vétérinaires qui travaillaient déjà dans le milieu de la faune sauvage. Et c'est comme ça que j'ai été amené notamment à travailler avec le vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes, avec qui j'ai fait ma thèse vétérinaire au Cambodge, avec plusieurs voyages là-bas sur un projet de conservation intégrée. C'est-à-dire mettre en place de la conservation in situ, c'est-à-dire sur le terrain, ex situ, c'est-à-dire en centre de soins, et aussi du développement durable, puisque quand on fait de la conservation, on travaille avec des populations locales. Et c'est vrai que dans un pays où les gens vivent avec très peu de moyens, leur dire arrêtez de braconner, arrêtez de découper la forêt, alors que jusqu'à présent c'est leur seul moyen de subsistance, ça n'a pas vraiment d'écho. Et donc, le projet de conservation durable, c'est un projet d'apiculture pour pouvoir transformer ces braconneurs et ces forestiers en apiculteurs. Par la suite, j'ai commencé ma première expérience par travailler pour Pascal, et puis à l'époque aussi pour Jean-François Coureau, au centre d'accueil de la faune sauvage, qui maintenant s'appelle le CHUV, Centre hospitalier universitaire vétérinaire faune sauvage. Et donc, ça a été ma première expérience en médecine zoologique. Avec des animaux de la faune sauvage européenne qui étaient bien découverts par des promeneurs et qui ramenaient ces animaux blessés, qui étaient ensuite pris en charge. Donc Pascal vous a un petit peu parlé de cet aspect-là, donc c'est l'aspect sur lequel j'irai un petit peu plus vite, mais ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il y a l'image que vous donnez de ces différents métiers et il y a la réalité. Dans la réalité, les vétérinaires de centre de soins, il y a un travail qui est fondamental, qui est tout ce qui est le triage. Et dans ce triage, malheureusement, il y a des animaux qu'on va pouvoir sauver et des animaux qu'on ne va pas pouvoir sauver. Et ça, c'est vraiment un point important de la réalité de ce métier. C'est que malheureusement, dans ce type de travail, vous aurez à faire des euthanasies, puisqu'il y a des animaux qui ne peuvent pas être sauvés, qui ne peuvent pas être relâchés dans la nature, qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas, voilà. Et plutôt que de les faire souffrir, ou plutôt que, au final, en essayant de les relâcher, ils sont incapables de se nourrir, soit ils finissent par dépérir, par souffrir, etc. Malheureusement, il y a un certain nombre d'euthanasies à faire. Alors, bien évidemment, heureusement, c'est pas uniquement ça, hein, sinon ça serait bien triste. Il y a des soins, donc bien évidemment à prodiguer, puisque le but du jeu étant de pouvoir stabiliser ces animaux, au vu dans un premier temps de les réhabiliter, c'est-à-dire de vérifier qu'ils soient capables de redevenir autonomes, pour bien évidemment le but ultime, pouvoir relâcher ces animaux. Mais le relâcher n'étant possible que si ces animaux sont parfaitement autonomes. Et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas été confronté à cette réalité, ça peut être un petit peu dur d'être confronté à cette réalité du fait que malheureusement, il faut en être conscient, on ne pourra pas sauver tous les animaux. Il y a certains animaux qui ont des affections telles qu'il n'est pas possible de les réhabiliter. Vous voyez par exemple la photo en haut à droite avec cet animal complètement mazouté. Lors des marées noires, il y a un certain nombre d'oiseaux, il faut le savoir, qui malheureusement ont été euthanasiés. Donc voilà, particularité de cette réalité. Ensuite, par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à la ménagerie du Jardin des Plantes, avec son vétérinaire Norin Chai. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens, hein. Quand Pascal vous disait qu'il y a énormément de gens, quand ils rentrent en première année, il y a la moitié en fait des étudiants quand ils rentrent en première année qui veulent travailler avec la faune sauvage. Il faut le savoir. Et puis après, ça évolue au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai que ça fait rêver. On voit cet orang-outan qui est sous un scanner, un anaconda qui faisait 4,80 m qui est anesthésié, des captures de vautours fauves, etc., plein de soins complémentaires. Ça, c'est l'image qu'on en a. Et en fait, le travail de vétérinaire en parc zoologique, il est tout autre. Il est tout autre parce que le travail de vétérinaire en parc zoologique, c'est avant tout de prévenir les maladies. Donc, le but du jeu, c'est justement de ne pas avoir à anesthésier les animaux, de ne pas avoir à faire de chirurgie, de ne pas avoir à faire de médecine. Et donc, il y a tout un travail en amont qui est extrêmement important. Et si vous êtes un bon vétérinaire de parc zoologique, vos animaux ne sont pas malades. Donc, vous n'allez finalement faire que peu de chirurgie, peu d'anesthésie.
Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on a cette image idéaliste de vétérinaire de parc zoologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les animaux soient malades? Avant tout, il y a énormément de zootechnie. La zootechnie, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui est l'aspect environnement, comment on va fabriquer les enclos des animaux. Vous voyez, par exemple, cette volière, comment on va les mettre éventuellement les uns avec les autres, puisque maintenant, en parc zoologique, ce qu'on fait énormément, c'est tout ce qui est les présentations mixtes d'animaux, c'est-à-dire des animaux qui vont être avec différentes espèces qui peuvent vivre ensemble dans un même enclos, vérifier que les animaux ne puissent pas s'échapper, que les animaux ne puissent pas se blesser, qu'il ne puisse pas y avoir d'arrivée d'accidents. Donc toute cette partie-là, ça fait partie du métier de vétérinaire de parc zoologique. Ensuite, deuxième grand aspect, c'est tout ce qui est l'aspect nutrition, puisque si on donne une mauvaise alimentation à ces animaux, puis si on ne fait pas attention aux particularités physiologiques, aux besoins nutritionnels de ces animaux, eh bien, ces animaux vont devenir malades. Donc, il y a toute une partie très importante qui est eh bien, de faire des rations alimentaires pour ces animaux. Ensuite, bien évidemment, le but des zoos, c'est d'avoir de la reproduction, dans le but de conserver une population qui va être stable génétiquement pour pouvoir un jour réintroduire ces animaux dans la nature. Donc il y a tout un aspect reproduction, savoir quel animal on va reproduire avec quel autre, éventuellement le faire venir de tel zoo en Europe ou de tel zoo en Amérique, éventuellement sur des espèces qui ont du mal à se reproduire, vous avez des inséminations artificielles, des suivis de gestation, etc. etc. Donc voilà, il y a toute cette partie-là aussi qui est importante et qui nécessite aussi, et en préalable, un certain nombre de tâches administratives dont je vais vous parler tout à la fin. Et puis, il y a tout ce qui est la médecine préventive. Alors, la médecine préventive, c'est quoi? C'est vérifier que les animaux sont en bonne santé. Donc, régulièrement, aller regarder dans leur selle pour vérifier s'il n'y a pas de parasites, faire des déparasitages, faire de temps en temps des prises de sang pour vérifier que ces animaux sont en bonne santé, etc., etc. Donc, vous voyez que le cœur du métier de vétérinaire de zoo, c'est pas flécher un animal et faire une chirurgie, mais c'est prévenir l'apparition donc de toute cette maladie. Donc au final, c'est énormément de travail de bureau, il faut le savoir. Être en coopération avec d'autres zoos pour par exemple trouver le rhinocéros mâle qui va bien et dont la diversité génétique va faire que on va pouvoir l'échanger et qu'il puisse venir dans le zoo donné et faire de la reproduction. Et ça va être, comme je vous disais, énormément de prélèvements. Donc là, vous voyez, c'est d'ailleurs au cours d'une des missions au Cambodge où je suis en train de ramasser de la crotte de buffle, ce qui n'est pas forcément très réjouissant comme ça, mais qui fait partie importante du métier et qui est un peu loin de l'image qu'on peut se faire du vétérinaire de parc zoologique en premier aspect. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai eu la chance, donc, outre pour ma thèse, mais aussi via les relations que j'entretenais avec le Muséum d'histoire naturelle, de pouvoir aller sur le terrain pour pouvoir, notamment pas mal en Asie du Sud-Est, pour pouvoir participer à des projets de conservation avec des vétérinaires locaux. Et là, encore une fois, tout de suite, on s'imagine, voilà, on va aller au milieu de la jungle, on va aller flécher des animaux, on va trouver des animaux super gentils qu'on va pouvoir caresser, etc., etc. La réalité est tout autre. Volontairement, je vous ai montré ces belles images-là. Ça, c'est 1% du travail qui est réalisé lorsque l'on fait des missions sur le terrain. En préalable des missions sur le terrain, il y a tout ce qui est la préparation de cette mission. C'est-à-dire qu'on ne prend pas l'avion et puis on se retrouve sur place directement et hop, tout est gagné. Il y a énormément de travail de préparation de ces missions qui nécessite beaucoup de frustration, qui entraîne beaucoup de frustration dans un premier temps parce qu'il va falloir trouver les personnes qui vont pouvoir répondre à vos demandes. Il va falloir passer souvent par l'administration de ces pays qui peuvent être éventuellement compliqués. C'est pas facile d'avoir tout de suite les bons interlocuteurs, il va falloir attendre qu'ils répondent, il va falloir relancer, il va falloir essuyer des refus, etc., etc. Ensuite, il va falloir trouver les sous pour pouvoir y aller, puisque les sous, ça tombe pas du ciel. Donc, réussir à décrocher des bourses de recherche, ça c'est pareil, c'est encore de l'administratif. Et puis aussi, il va y avoir, quand vous avez votre plan de mission et que vous vous retrouvez sur place, tout ce qui est la frustration éventuellement des impondérables, des choses qui sont incalculables, des choses qui arrivent et qui vont rendre votre mission plus complexe, avec finalement telle personne qui
n'est pas disponible parce que elle est malade, ou finalement telle autorisation qui n'est pas arrivée à temps, donc vous ne pouvez pas faire vos prélèvements, etc., etc. Donc il y a toute cette partie-là qui est aussi à gérer, et avec la gestion de choses qui vont arriver auxquelles on ne s'attendait pas, et d'adaptation. Donc il y a énormément de tâches différentes lorsqu'on va faire des missions sur le terrain. Donc Pascal vous a parlé un petit peu de tout ce qui est l'épidémiologie, notamment tout ce qui est la gestion des maladies qui sont transmises à travers la faune sauvage, mais on peut avoir aussi des dénombrements. Alors les dénombrements, comme vous le voyez sur cette photo, c'est des choses qui vont arriver au milieu de la nuit, bien souvent. Donc il va falloir travailler dans des conditions qui sont difficiles, en dormant pas beaucoup, avec éventuellement sous la mousson, donc la pluie en permanence. Éventuellement, dès qu'on se blesse, tout de suite, le taux d'humidité fait que ça s'infecte tout de suite. Enfin, des conditions qui peuvent être un petit peu dangereuses quand même. De la reproduction, comme vous voyez en dessous, c'est une équipe de l'école vétérinaire d'Alfort, l'équipe de reproduction, qui est en train de faire, donc là c'est dans un des parcs en Afrique du Sud, qui est en train de faire des inséminations artificielles sur des guépards. Tout ce qui est donc de la sauvegarde, puisque il y a aussi énormément, comme vous le savez, de braconnage. Donc mettre en place des équipes anti-braconnage, ça c'est pareil, c'est des choses qui sont dangereuses. Vous pouvez vous retrouver face à face avec des braconneurs, autant vous dire qu'ils sont armés. C'est bien évidemment tout ce qui est les préservations de l'espace dans lequel ces animaux vont vivre, puisqu'on ne peut pas simplement faire de la reproduction, réintroduire des animaux dans des milieux naturels qui ne sont pas stables et qui sont encore complètement détruits. Et comme je vous disais aussi, ça faisait partie de la thèse que j'avais fait, tout ce qui est la partie développement durable, c'est-à-dire essayer de transférer des moyens de revenus des populations locales qui étaient de détruire et les animaux et leur environnement, vers des choses donc beaucoup plus durables. Donc je vous ai parlé de l'apiculture, mais ça peut être aussi le tourisme vert, etc., etc. Donc vous voyez des choses finalement auxquelles on ne s'attend pas forcément quand on commence à travailler. Et donc, bien évidemment, ça va donner lieu à certains, bien évidemment, grandes joies, comme vous voyez, des réintroductions ici de tigres ou des prélèvements sur des populations locales, etc. Mais encore une fois, c'est des petites parties finalement de ce métier. Il y a toutes les parties qui sont un peu pénibles, qui viennent tout autour, et donc, pour lesquelles il faut vraiment être conscient avant de commencer ce type de métier-là, et d'être très rapidement extrêmement frustré par rapport au fait que le rêve qu'on en avait est assez varié, assez différent de la réalité. Et enfin, dernier aspect dont je voulais vous parler, qui est l'aspect finalement le plus récent, et ce vers lequel finalement j'étais amené à axer mon activité de tous les jours, c'est la réalisation de tout ce qui est la médecine et la chirurgie des nouveaux animaux de compagnie. Donc comme il n'y avait pas de formation qui se faisait à l'époque en France, j'ai été faire une formation aux États-Unis pour me former sur ces animaux qui sont soit domestiques, soit, comme vous le disiez aussi Pascal, de temps en temps sauvages, puisque c'est les mêmes que ceux qu'on va retrouver dans la nature, mais qui vont être chez des particuliers. Et donc, je suis, après cette formation, rentré en France, et j'ai créé le service Nouveaux Animaux de Compagnie, donc à l'hôpital d'Alfort, que vous voyez ici sur la photo. Alors, au fur et à mesure, cette équipe a grandi, et cette équipe est devenue la plus grande dans les écoles vétérinaires françaises, puisque vous voyez, on est un certain nombre de spécialistes qui travaillent dans cette équipe, certains à temps partiel, d'autres à temps plein, et un certain nombre aussi de cliniciens juniors qui sont en cours de formation. Et Pascal, vous avez parlé des formations spécialisées que sont les résidana. Et donc, vous voyez, par exemple, on a deux résidents qui sont en cours de formation. Éventuellement, si jamais il y a des questions par rapport à ce type de formation, peut-être qu'on prendra le temps d'en discuter lors des questions plus spécifiques. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail aux nouveaux animaux de compagnie dans l'école vétérinaire d'Alfort? Avant tout, c'est l'enseignement. Et c'est vrai que l'ENVA est l'école vétérinaire française dans laquelle vous allez avoir le plus d'enseignement en termes de nouveaux animaux de compagnie, puisque ça excède les 60 heures de cours sur l'ensemble du cursus en termes de formation théorique et avec des travaux pratiques. Et en plus de ça, des rotations en 4e,
5e année, des formations aussi spécialisées dont je vais vous parler par la suite. Et c'est vrai qu'on peut se targuer, que ça soit en faune sauvage et en nouveaux animaux de compagnie, il y a même un petit peu d'enseignement de zoo, d'avoir la formation la plus complète par rapport aux autres écoles vétérinaires. Donc, en clinique, puisque donc bien évidemment il n'y a pas que l'enseignement théorique, mais il y a aussi l'enseignement clinique. Donc, on a à peu près plus de 2000 animaux qui viennent, 2000 consultations qui viennent par an. Pascal vous en a pas parlé, mais je pense, si je me rappelle bien les chiffres, tu pourras me corriger Pascal plus tard, mais en termes de faune sauvage, on est à plus de 4500 animaux qui rentrent au CHU faune sauvage. Donc, vous voyez qu'on a quand même un aspect clinique qui est quand même assez développé et une exposition aux cas cliniques qui sont assez développés. Donc, on voit pas mal de petits mammifères, mais aussi, bien évidemment, des oiseaux. Et alors, c'est vrai que vous pourrez vous dire que des lapins, des cochons d'Inde, etc., quel est l'intérêt, finalement, si je veux devenir vétérinaire de zoo? Alors oui, peut-être, effectivement, il y en a de temps en temps quand même dans les fermes pédagogiques. Mais par contre, entre un haras dans un zoo et un haras de propriétaire, honnêtement, c'est exactement le même type de soins. Et pareil, entre des animaux que vous allez soigner, comme des rapaces que vous allez soigner dans... Ah oui, Pascal me dit 6000 animaux par an, donc ça a bien augmenté. J'avais complètement tort dans mes chiffres. Donc vous voyez, une exposition très très importante en termes de clinique qui permet une bonne formation pour les étudiants. Donc, je suis en train de dire entre eux, par exemple, une buse de Harris d'un fauconnier et bien éventuellement d'autres rapaces qui seraient soit dans les zoos, soit en faune sauvage, c'est la même façon, c'est le même animal, donc c'est la même soin au final qu'on va réaliser, les mêmes types de pathologies qu'on va retrouver. Pareil pour les reptiles, donc des reptiles qui sont que des espèces qu'on retrouve dans la nature. Donc, bien évidemment, une façon de les soigner qui va être assez similaire. Donc, vous voyez que finalement, même sur des animaux qui sont des animaux de propriétaires, que ce soit la formation théorique ou la formation pratique, même si c'est dans le cadre d'une clinique, va vous permettre de vous améliorer et notamment de par la suite pouvoir travailler comme il faut en zoo. Alors, on a aussi de temps en temps, c'est un peu plus rare, mais des amphibiens comme Willis triton et assez régulièrement aussi des poissons, puisque ça, c'est peut-être un aspect auquel vous n'avez pas du tout pensé, mais les poissons aussi ont le droit d'être malades et il y a aussi énormément de techniques pour pouvoir les soigner. Alors, la clinique ne fait pas tout. Il y a aussi donc tout ce qui est les gestes techniques, les différents types de soins. Et c'est vrai, ce qui est intéressant avec les animaux de propriétaires qu'on peut hospitaliser, c'est que par rapport, par exemple, à des animaux de zoo et notamment des gros animaux, on va pouvoir les hospitaliser. On va pouvoir les faire des soins assez poussés, comme vous voyez, avec des ponctions thoraciques, des poses de cathéter, des lavages broncho-alvéolaires, avec des examens complémentaires, avec, comme vous le voyez ici, des examens d'imagerie, des scanners, etc., etc. Donc des choses qui sont assez poussées en utilisant des techniques avancées avec de l'endoscopie, de la chirurgie, d'autres voyez endoscopies, etc. Et c'est vrai que dans le cadre universitaire, ça permet d'utiliser des techniques comme ça assez avancées pour pouvoir aller loin dans la prise en charge de ces animaux. Et il n'y a pas tout, c'est pas tout, la partie enseignement et clinique, il y a aussi tout ce qui est l'aspect recherche. Et c'est vrai que au sein de l'école vétérinaire d'Alfort, on est quand même assez actif en termes de recherche, que ça soit sur des mammifères, mais aussi sur des reptiles et des oiseaux, avec différents cas. Là, vous voyez par exemple, c'est un protocole d'anesthésie qui a été développé pour le lapin. Au-dessus, c'est une thèse vétérinaire qui a été faite avec des présentations à des congrès de la réalisation d'une banque de sang pour pouvoir faire des transfusions chez le furet. Et bien évidemment, la recherche, ce n'est pas que des publications et ce n'est pas que du travail de laboratoire, mais aussi c'est du partage lors de congrès internationaux. Vous voyez par exemple en bas à gauche une partie de l'équipe de l'époque qui a été à Disney World en Floride pour pouvoir présenter ces travaux de recherche et avec d'autres cliniciens NAC français qui étaient présents aussi. Et puis vous voyez en bas à droite, par exemple, ça c'était il y a 2 ans au congrès américain à Saint-Louis, où
où avec l'ensemble de l'équipe, on faisait des travaux pratiques et donc on formait des vétérinaires à l'international sur différentes techniques de chirurgie. Et puis, il y a aussi tout ce qui est la partie formation continue. Et ça, c'est une partie sur laquelle je voudrais un tout petit peu insister, parce que comme l'a dit Pascal, il n'y a pas forcément besoin d'être spécialiste pour pouvoir exercer en médecine zoologique. On peut très bien aussi être un vétérinaire généraliste qui tient, par exemple, une clinique chien-chat, mais qui souhaite aller un petit peu plus loin au cours de son activité parce qu'il il veut un peu se former. Et donc la formation continue, elle peut être présente via ponctuellement des travaux pratiques, via des congrès internationaux comme celui qu'on avait organisé donc à Paris. Mais aussi, depuis maintenant 2 ans, à l'école vétérinaire d'Alfort, on a mis en place une formation spécialisée qui s'appelle le diplôme d'école. Alors, ce n'est pas une spécialisation, mais c'est une formation complémentaire donc qui se fait après être vétérinaire. Donc, le diplôme d'école en nouveaux animaux de compagnie, dans lequel on reprend et on va beaucoup plus loin en termes de formation, notamment théorique, mais aussi pratique via des stages sur donc, les animaux de compagnie. Et il y en a une qui est en cours de montage sur la médecine de la faune sauvage. Donc vous voyez des possibilités aussi de se former après avoir été diplômé et alors que l'on a déjà une activité, alors je dis canine, mais ça peut être tout à fait rural, donc des possibilités par la suite. Donc voilà un petit peu un brassage sur de l'ensemble des différents métiers que vous pouviez avoir et concrètement avec les aspects un peu positifs et les aspects un petit peu négatifs de chacun de ces métiers. Comme le disait Pascal, les places sont rares. Les places sont rares. Alors, je pondérerai un petit peu cette affirmation. En fait, c'est difficile d'arriver à avoir des places. Tout simplement, il y a des places qui sont rares, effectivement, par exemple en zoo, parce que le nombre de vétérinaires de zoo est limité et parce que des zoos, ils ne s'en créent pas tous les ans. Donc là, clairement, effectivement, c'est rare. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est impossible de travailler en zoo. Mais ça veut dire que par rapport à des places en médecine canine, où là, il y en a beaucoup plus, il va falloir se donner les moyens pour pouvoir y arriver. Il va falloir se battre. Il va falloir se former en plus des cours que vous allez avoir dans toutes les écoles vétérinaires, parce que dans aucune école vétérinaire, vous avez une formation spécifique pour devenir vétérinaire de zoo. Donc ça va vous demander une implication beaucoup plus importante que si vous voudriez faire de la canine. Ça veut dire que pendant les vacances, au lieu d'aller sur la plage, il va falloir aller faire des stages. Il va falloir bouger, il va falloir trouver ces stages, relancer les vétérinaires qui ne vous répondent pas forcément parce qu'ils sont hyper sollicités. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous vous donnez les moyens, si vous allez jusqu'au bout de vos rêves, vous allez pouvoir y arriver. Mais par contre, si devant la moindre difficulté, vous baissez les bras, forcément là, ça sera plus compliqué. Après, concernant les autres types de métiers, autant vous dire que, et je pense que Pascal pourra aussi vous en parler, mais en termes de faune sauvage européenne, il y a besoin d'aide, il y a besoin de coups de main. Il y a aujourd'hui énormément de choses à faire en termes d'animaux qui sont trouvés par des promeneurs et de prise en charge. Donc là, l'autre problème étant que malheureusement, il n'y a pas énormément de budget pour pouvoir payer ces gens et qu'il y a assez peu aujourd'hui de vétérinaires qui ne font que de la faune sauvage non captive européenne. Et c'est plutôt des aides, des coups de main qui vont être donnés sur votre temps libre, le week-end, le soir, éventuellement entre deux consultations lorsque vous amène un animal qui a été blessé. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, tout le monde vraiment peut le faire. Après, tout ce qui est la faune sauvage sur le terrain, là, aujourd'hui, clairement, les Français ne sont pas énormément représentés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Je pense que vous lisez les journaux comme tout le monde, ou que ça soit en ligne ou si vous regardez à la télé. Aujourd'hui, il y a une disparition du nombre d'espèces qui est absolument horrible. Et donc, autant vous dire que de la préservation de la faune sauvage, il y a des choses à faire. Mais maintenant, ça ne va pas être juste un métier, je postule, hop, je suis pris, paf, et puis je vais sur le terrain. Il va falloir vous imposer, il va falloir trouver les moyens financiers, il va falloir vraiment faire votre mission, la créer, passer par tous les aspects administratifs dont je vous ai parlé. Donc, il va vraiment falloir vous battre. Même devant l'urgence de la disparition des espèces, il va falloir vous battre pour pouvoir arriver à faire ces missions. Donc voilà, encore une fois, des métiers, il y en a, du boulot, il y en a, mais par contre, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut vraiment se battre pour pouvoir faire tout ça.
Un point, j'espère, sur lequel j'ai assez insisté, c'est que, donc, d'une part, il n'y a pas qu'un seul métier, il y a vraiment différents aspects, et ça, Pascal en a parlé aussi. Mais attention aux illusions. Attention à ces jolies photos où on tient un gentil animal, on caresse le lynx qui est anesthésié, on va prélever le croco, etc. Ça, c'est une petite partie du métier. C'est une petite partie du métier. Et si vous vous lancez dans ce type de métier-là sans connaître les aspects négatifs, sans avoir fait de stage, sans avoir vu la réalité de ces métiers, eh bien, vous pourrez être déçu. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à voir concrètement sur le terrain ce que c'est que les différents aspects du métier de vétérinaire en médecine zoologique. J'en ai fini, et donc du coup, je n'ai pas été trop bavard. On va pouvoir avoir le temps d'avoir des questions. Alors, je laisserai les étudiants d'Alfort reprendre la main sur la gestion donc, des questions. Je pense que les questions, ça sera dans la boîte de chat. Ensuite, on relira les questions, et puis on y répondra au fur et à mesure. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Je crois que les 2 premières questions te concernent, Charlie. Alors, ok. Ça marche. Je vais remonter un petit peu dans le chat les questions. Je crois qu'il y en avait une première. Est-ce qu'il y a beaucoup de vétérinaires en France qui exercent en tant que vétérinaire mixte canin-NAC? Alors, merci Pascal. Eh bien, je dirais, en fait, c'est la grande majorité, puisque aujourd'hui, dans tous les vétérinaires qui travaillent dans les cabinets, alors, pour vous donner des chiffres précis, en région urbaine et périurbaine, c'est à peu près 15% de NAC. Donc, ça fait vraiment partie intégralement de l'activité canine. Après, très régulièrement, j'ai des appels de copains de promo qui même travaillent au fin fond de l'Aveyron et qui me posent des questions parce que, eh bien, ils ont des NAC dans leur clinique, quand bien même ça serait de la mix avec l'air rural. Donc voilà. Donc oui, effectivement. C'est un aspect qui est important. Et c'est vrai que quand les vétérinaires travaillent dans des structures où il commence à y avoir 4, 5 vétérinaires qui travaillent ensemble, eh bien souvent ces vétérinaires ont tendance à développer un petit peu plus leurs connaissances dans un domaine et dans un autre. Et dans ce cas-là, il y a toujours quelqu'un qui va un peu plus prendre les NAC et qui va se former un petit peu plus en NAC. Donc oui, effectivement, même si vous travaillez en canine, il y aura forcément des NAC. Ensuite, la deuxième question, j'aimerais savoir si c'est possible. En 5e année, oui, pardon, vas-y. En 5e année, de faire une double spécialité animaux de production et NAC. Non, à ce jour, il n'y a pas de cursus spécifique là-dessus. Donc, en 5e année, donc ce qui existe sur l'ensemble de la France, ça va être soit en animaux de compagnie, soit en équine, soit en animaux de production. Soit il y a des cursus mixtes avec de la recherche de master en recherche ou de master aussi qui existent en marketing, par exemple. Ce qui existe à Toulouse et maintenant depuis peu à Lyon, c'est ce qu'ils appellent une mixte entre la canine et les NAC. Alors, oui, effectivement, si vous faites ça, vous ferez un petit peu plus de NAC. Le problème, je vous dis franchement ce que j'en pense, c'est que, à mon sens, étant donné que toute la médecine zoologique, pour l'aspect clinique, provient de la médecine canine, vous aurez une meilleure formation et vous irez plus loin si vous faites un petit peu plus de canine parce que le raisonnement clinique que vous allez utiliser, l'ensemble des examens complémentaires, l'ensemble du traitement que vous allez pouvoir apprendre, vous permettra d'avoir des raisonnements qui sont plus poussés. Si vous partez directement trop dans une spécialisation, que ce soit les animaux sauvages, les animaux de zoo ou les NAC, vous allez avoir trop rapidement des automatismes et ça va marcher dans 75% des cas. C'est-à-dire que la pathologie, vous la connaîtrez, tac, 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 ça deviendra un automatisme, etc. Sauf que le problème, c'est que dans ces espèces, déjà, il y a plein d'espèces différentes. Ensuite, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans ces espèces. Il y a plein de pathologies que l'on n'a pas encore découvertes. Si jamais vous vous mettez dans ce carcan de raisonnement clinique qui deviennent des automatismes, dans 25% des cas, lorsque la pathologie, elle ne sera pas écrite dans les bouquins, vous allez vous trouver vraiment tout bête et vous n'allez pas pouvoir savoir la gérer. Donc, le raisonnement clinique que vous allez apprendre dans les dominantes canines, pour moi, est vraiment, si on veut faire de la médecine individuelle en tout cas, est quelque chose d'absolument fondamental. Et donc, j'aurais plutôt tendance à vous dire, vous spécialisez pas trop tôt.
ne vous spécialisez pas trop tôt. Et de toute façon, 5 ans, c'est déjà pas énorme pour savoir. Enfin, la médecine humaine, les études sont encore plus longues. Donc voilà, n'allez pas trop vite. Apprenez à être patient. N'allez pas trop vite vers une spécialisation parce que sinon, vous allez manquer des choses. Voilà. Mais donc, pour répondre à la question, non, pour l'instant, il n'existe pas encore de spécialisation, enfin comment dire, d'ailleurs, on ne peut pas parler de spécialisation, mais en tout cas de 5e année à mode de production NAC. Par contre, il existe à Alfort un optionnel qui permet eh bien, aux étudiants, s'ils font une dominante animaux de production, de venir passer plusieurs semaines en fonction de l'avancée de leur thèse, plusieurs semaines, donc entre 2 semaines à éventuellement 2 mois, pour faire des rotations en NAC. Alors du coup, Pascal, je vais lire les. Maintenant, j'arrive à suivre les chatbox. Donc, vous parlez tout à l'heure de votre thèse sur le projet de conservation au Cambodge. Est-elle par hasard consultable en ligne? Oui, toutes les thèses sont consultables en ligne. Donc, elles sont accessibles. Si tu cherches Charles-Pierre Pignon, Cambodge, thèse vétérinaire, tu vas tomber dessus. Ensuite, dans le domaine de la faune sauvage non captive, le vétérinaire va-t-il être amené à travailler avec un zoologue ou un zoologiste? Ça, c'est peut-être plutôt pour toi, Pascal, cette question? Oui. Alors je dirais là, on est typiquement dans une approche pluridisciplinaire du métier. En général, ce qu'il faut prévoir, c'est pour ça que j'ai parlé de cursus qui pouvaient être plus longs, c'est souvent lorsqu'on veut travailler dans le domaine de l'écologie, de l'éthologie, de la zoologie, en fait, on ne peut pas se contenter de ses connaissances, de ses compétences en vétérinaire. C'est vraiment un plus, évidemment, d'avoir des compétences de vétérinaire, mais à condition de faire l'effort d'acquérir une double culture. De toute façon, dans ces contextes-là, généralement, on travaille dans le domaine de la recherche, et donc on est amené à travailler en équipe, c'est toujours pluridisciplinaire, mais pour justement partager des compétences, pour être crédible et pour vraiment apporter tout ce que l'on peut apporter en tant que vétérinaire, eh bien, il faut vraiment acquérir cette double culture de façon à pouvoir interagir avec ses collègues. Alors peut-être pour revenir en plus, ajouter un petit quelque chose, pour peut-être ça peut intéresser certains d'entre vous, et ça répondra à la question suivante, combien d'années faut-il pour se former? Alors pour rentrer déjà dans une école vétérinaire, il y a plusieurs parcours, et là je vais juste rebondir sur eh bien, directement post-bac, qui est une nouveauté pour l'année prochaine, et pour vous dire qu'il y a une partie qui va être sur la zoologie et sur l'écologie intégrée, et on a la chance d'avoir en fait le vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes qui va rejoindre notre équipe pédagogique pour justement monter cet enseignement pour eh bien, la première année tout de suite après le bac, qui est une des nouveautés des parcours de l'enseignement vétérinaire. Sinon, alors, outre le fait pré-école vétérinaire, donc je pense que vous connaissez via les différents concours. Après ça, c'est 5 ans dans les écoles vétérinaires, où la 5e année, je vous ai dit, à choisir entre différentes dominantes, on appelait ça les dominantes. Ensuite, pour pouvoir se former, en fait, il y a plein de possibilités. Alors, je vais commencer par comment devenir spécialiste en médecine zoologique. C'est 1 an d'internat, avec un internat où vous allez tourner dans différents services d'animaux de compagnie majoritairement. Ça peut éventuellement se faire sur des animaux de production, mais généralement, c'est plus sur des animaux de compagnie. Et ensuite, comme il n'y a pas beaucoup de résidana et qu'il y a beaucoup de candidats, souvent, il va y avoir 1 an de plus où on va faire ce qu'on appelle un assistanat, c'est-à-dire que ça va être eh bien, une formation clinique, mais cette fois-ci qui va être payée, c'est-à-dire qu'on va devenir clinicien junior dans un service, par exemple en NAC, ou ça peut se faire éventuellement en zoo. Et pour continuer la formation, mais cette fois-ci une formation professionnalisante.
Et ensuite, il va y avoir 3 ans de ce qu'on appelle un résidanat. Le résidanat, c'est une formation aussi professionnalisante qui se fait alors qu'on est employé, aussi clinicien junior. Donc, on gagne un peu de sous, pas énormément, mais on est payé. Et au cours de ces 3 ans, eh bien, outre la formation purement clinique, c'est-à-dire que le résident va faire des chirurgies, va prendre des consultations, va faire des examens complémentaires, va faire des gardes aussi de nuit et de week-end, eh bien, il va y avoir aussi via son mentor, donc, puisque bien évidemment, les chirurgies, ça se fera en binôme avec le mentor, le superviseur qui sera à côté et qui enseignera direct en one-to-one eh bien, tel type et type de chirurgie et au préalable avec des formations sur des cadavres. Il va y avoir aussi tout ce qui est une formation plus théorique, où il va falloir ingurgiter un certain nombre de livres et un certain nombre d'articles. Il va y avoir aussi une formation à la recherche, puisque les résidents doivent réaliser des projets de recherche. Il va y avoir une formation à rédiger des articles scientifiques et à faire des présentations à l'oral, puisque ça fait partie de cette formation. Et cette formation sera sanctionnée à la fin par un examen. Et comme c'est des formations qui sont européennes, tout se fait en anglais. Bon, à part la partie clinique, où bien évidemment on est en face de propriétaires qui sont français. Mais les articles, ça sera en anglais. Les présentations orales, ça sera en anglais. L'examen, c'est en anglais. Donc voilà, un petit peu. Donc 5 ans d'école, 1 an d'internat, 1 an d'assistanat, 3 ans de résidanat. Ça, c'est pour devenir spécialiste. Après, comme le disait justement Pascal, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour travailler en médecine zoologique. Un vétérinaire qui a juste une formation de vétérinaire, des 5 ans d'école, qui commence à travailler dans un cabinet canin, peut très bien, vouloir continuer à se former en lisant des livres, en lisant des articles, en allant à des congrès, en s'inscrivant pour des travaux pratiques, en faisant éventuellement un diplôme d'école, s'il le souhaite, c'est pas obligatoire, etc., etc. Et vous pouvez très bien donc avoir cette activité canine et voir des NAC par exemple en plus. Vous pouvez très bien avoir cette activité canine et de temps en temps donner un coup de main, et je pense que ça sera très apprécié au centre d'accueil de la faune sauvage qui est juste à côté du cabinet, ou éventuellement au zoo qui est au petit zoo qui est juste à côté. Ou alors vous pouvez vous dire pendant chaque année, pendant 1 mois, je vais partir en Amazonie et je vais aller travailler sur un projet de la loutre géante d'Amazonie. Et vous en avez tout à fait le droit. Donc voilà, il y a plein de possibilités, et c'est pas parce que vous n'êtes pas spécialiste que vous ne pouvez pas travailler avec la médecine zoologique. Voilà. Donc plein de possibilités différentes de se former, certaines qui sont diplômantes, d'autres qui ne sont que qualifiantes. Donc voilà, ça peut varier. La question suivante, c'est existe-t-il des vétérinaires spécialistes seulement en sauropsidés? Non, il y a des vétérinaires spécialistes en reptiles et amphibiens, mais il n'y a pas des vétérinaires spécialisés, en tout cas, le terme spécialiste est un terme qui est défini par l'obtention d'un diplôme de spécialiste. Donc voilà. Par contre, des gens qui ont un intérêt très particulier sur les sauropsidés et qui ont la majorité de leur activité là-dessus, oui, effectivement, c'est possible. Alors en France, les quelques spécialistes en reptiles, généralement, voient aussi d'autres NAC, ou voient aussi des chiens-chats. Il existe, à ma connaissance, personne en France qui ne voit absolument que des reptiles. C'est quelque chose qui existe, par contre, dans quelques pays européens, mais les gens qui ne font que du reptile, ça se compte sur les doigts de 2 mains, hein, quand même. Donc voilà. Généralement, c'est des gens qui voient aussi d'autres espèces. Ensuite, l'étude de la zoologie via l'école vétérinaire fait-il partir de la spécialisation en faune sauvage? Y a-t-il un parcours particulier? Alors, la partie zoologie, comme je vous le dis, ça, c'est uniquement quelque chose qui va être vu dans le cursus en post-bac. Après, vraiment en tant que tel, voilà. Après, il y a un certain nombre de cours de toute façon où cette partie zoologie, elle est un peu disséminée, et auquel cas vous allez en voir aussi. Il y a notamment des travaux dirigés en 3e année, et voilà. Pascal, tu voulais prendre la parole. Oui, je voulais juste préciser que c'est une composante effectivement qui a un petit peu disparu des écoles vétérinaires dans le cursus, c'était souvent associé à la parasitologie, mais c'est en fait au cœur de l'approche des animaux, puisque vous allez voir une certaine diversité d'espèces domestiques, sauvages aussi, et notamment
Pour ceux qui souhaitent s'investir dans l'optionnel faune sauvage, c'est aussi l'occasion de découvrir plus d'une centaine d'espèces différentes. Donc là aussi, on est dans la pratique d'une zoologie appliquée. Bon, ensuite, étant donné la diversité des espèces qu'on peut rencontrer, en fonction de l'évolution de sa carrière en contact avec la faune sauvage, bien sûr, c'est une composante qu'on est amené à développer sur le terrain. Si on passe à la question suivante, quel avenir voyez-vous pour la médecine des NAC et la faune sauvage? Alors, pour la partie NAC, c'est une discipline qui continue à augmenter parce que tout simplement dans les grandes villes avec la densification des habitations, il y a moins en moins de personnes et puis l'augmentation du prix des logements, il y a de moins en moins de personnes qui ont un jardin, donc qui ont un chien. Les gens sont pressés, n'ont pas forcément le temps de sortir le chien. Donc je pense que l'ENAC, ça va continuer à progresser. En termes de faune sauvage, je pense que Pascal va compléter, mais vous voyez l'urgence écologique. Donc ça ne peut, et je n'espère que augmenter le nombre de vétérinaires qui vont être impliqués en faune sauvage. On est en train de détruire notre planète et il faut qu'on puisse réagir. Mais c'est comme, c'est comme le réchauffement climatique. Vous voyez tous les freins qui sont mis par tous les lobbies. C'est pas quelque chose qui va vous arriver dans le bec en attendant. Il faut vous battre. Il faut vous battre. Il faut tous ensemble que l'on se batte. Encore une fois, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de boulot potentiel. Mais par contre, on va pas vous donner un billet d'avion en vous disant bon voilà, allez hop, maintenant vous allez faire de la réintroduction de tigres de Sumatra et puis c'est parti. Non, il va falloir vous battre. Donc il y a énormément de choses à faire. Par contre, il faut avoir la patience, il faut avoir l'obstination d'aller jusqu'au bout de ses idées et de trouver des moyens pour le faire, etc. Mais non, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Donc au contraire, moi je pense que oui, c'est difficile, mais plus ça va aller et plus il va y avoir de choses à faire parce que tout ce qui est la destruction de l'environnement et le dérèglement du climat, c'est pas quelque chose qui va se régler en quelques années. Pascal? Pour poursuivre et conclure, c'est une nécessité absolue que la profession vétérinaire s'investisse dans ces domaines-là. C'est vraiment une priorité. Il ne faut pas qu'on se laisse déposséder ou que ces aspects-là, gestion de la biodiversité, soient accaparés par d'autres professions. Donc il faut s'investir, mais il ne faut pas méconnaître les difficultés. Et effectivement, cette notion de double culture est vraiment très importante si on est vraiment sur les aspects écologiques. Donc là, il faut vraiment faire l'effort d'aller vers l'acquisition de compétences complémentaires, mais le vétérinaire a toute sa place. Et puis il y a la problématique de la gestion aussi de l'animal dans la ville. L'animal sauvage, c'est une des thématiques sur lesquelles s'investit l'école vétérinaire. C'est un choix stratégique, notamment l'animal sauvage dans la ville. Donc de plus en plus, les propriétaires, les clients habituels des cliniques vétérinaires sont confrontés à ce type de situation. Je trouve sauvage dans la ville, je l'amène chez mon vétérinaire. Donc là aussi, c'est une préoccupation de nature différente, mais qui nécessite là aussi l'acquisition de compétences et être capable de fournir un service en relation avec ce nouveau type de demande. Donc il y a l'avenir pour ça. Peut-être pas pour tout le monde, mais globalement au niveau de la profession, on doit vraiment s'investir sur ces aspects-là. Et juste pour rebondir sur ce que disait Pascal, je vais vous faire un exemple absolument horrible pour vous montrer que le vétérinaire a toute sa place. Donc régulièrement, vous avez des biologistes. Enfin, pour l'instant, il y a beaucoup de choses en termes de conservation qui sont faites par des biologistes. Moi, c'était justement au cours du Cambodge avec un biologiste qui voulait, pour faire des séquençages, faire un prélèvement de sang sur un oiseau. C'était un tout petit oiseau de rien du tout. Forcément, la prise de sang n'était pas évidente. Donc, ce qu'il a fait, il a pris son aiguille, tac, il a lacéré la veine, il a attendu que le sang coule et puis il a mis le sang dans son tube. Oui, effectivement, quand on n'a pas été formé à faire des prises de sang sur des chiens qui bougeaient, des chats qui bougeaient, sur des tout petits lapins, etc., on n'a pas forcément les connaissances techniques pour pouvoir faire des prises de sang sur un tout petit oiseau. Mais pour moi, ça m'avait horrifié. Et ça, c'est pour vous dire que malheureusement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de missions de vétérinaires qui échappent à la profession, comme le disait Pascal. Et ça, c'est à nous tous de se battre pour que on puisse conserver un minimum de bien-être et je veux dire
rigueur dans ce qu'on fait et pas qu'on se retrouve avec un pauvre oiseau qui a un énorme hématome, parce que forcément, quand vous sectionnez une petite veine, même si vous faites une compression, ça finit par faire un hématome. Donc voilà. Je pense, Pascal, que la prochaine question est plutôt pour toi en termes de bénévolat sur les centres de faune sauvage. Oui, alors je vois, il y avait une question aussi sur le commerce illégal et la faune sauvage. Alors Ah les oui, je vais vétérinaires zapper peuvent celle-là. jouer un Ouais. rôle en termes de... Il y a des vétérinaires inspecteurs aussi qui peuvent intervenir dans ce cadre-là et l'accompagnement des services de douane, notamment pour les contrôles, pour l'identification des espèces, etc. Donc il y a des vétérinaires inspecteurs, agents de l'État, qui peuvent intervenir à ce niveau-là. Alors pour ce qui est de... Alors je l'ai perdu, la question faune sauvage. Alors, vous parlez d'aide de bénévoles qu'on peut apporter aux centres locaux de faune sauvage. Pour ce type de mission, je suppose qu'il y a les places ne sont pas Oui, limitées. Qu'en alors là, est-il? c'est clair que pour le bénévolat, quand vous ne coûtez rien au centre, vous êtes souvent les bienvenus. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de demandes en termes de bénévolat. Donc c'est beaucoup plus difficile de trouver des places où on va être rémunéré, mais c'est beaucoup plus simple, effectivement, et à condition d'être près d'un centre. Les centres ont besoin justement d'un accompagnement vétérinaire, et donc ont besoin de bénévoles. Mais on a des anciens étudiants qui sont en train de monter leur propre centre de faune sauvage. Il y en a au moins deux qui sont en train de le montrer en ce moment même, donc créer des nouvelles structures. Après, il faut trouver un système économiquement viable. Et la deuxième partie de la question étant sur les missions à l'étranger, ben là, il n'y a pas de limitation. Alors, si vous vous attendez effectivement qu'il y ait une mission qui soit toute construite, où vous avez juste à envoyer un email en disant je veux participer, oui, là, c'est limité. Par contre, alors je prenais effectivement l'exemple d'Amazonie avec la loutre, c'est une vétérinaire qui a monté de A à Z son projet de conservation de la loutre. Mais voilà, ça demande des efforts. Vous allez essuyer certainement des échecs ou des refus. Et il faut se battre. Mais enfin, franchement, en termes de mission de préservation de la faune sauvage, même si tous les vétérinaires en France faisaient ne serait-ce qu'une mission, il y aurait encore de la place pour pouvoir faire d'autres missions. Donc voilà, c'est juste, il faut se créer des opportunités. Je pense que c'est ça le maître mot. Il faut se créer des opportunités. Et il y a du boulot pour absolument tout le monde. Et même quand tout le monde serait occupé, il y aurait encore du boulot pour faire pour préserver cette faune sauvage. Donc voilà. Donc par contre, à la fois accepter, comme je vous disais, ben, c'est du temps. C'est éventuellement de votre propre argent que vous allez investir. Souvent c'est comme ça, hein, parce que voilà, mais voilà. Faut pas juste pas attendre que la mission elle vous tombe entre les mains comme ça déjà toute faite. Alors, un autre point qu'on n'a pas évoqué, mais en fait, au niveau de la formation, en réalité, c'est un métier où on se forme toute la vie. Et heureusement, parce que finalement, on a l'occasion d'avoir la possibilité d'évoluer toute la vie. Donc, c'est vraiment un élément qui est très important à avoir en tête par rapport à ça. Pour la question sur la zootechnie et les parcs zoologiques, en fait, ce que vous allez acquérir dans le cadre des études, dans le cadre du cursus, c'est un certain nombre de connaissances de base. Mais en réalité, ensuite, vous allez devoir exploiter en situation ces connaissances de base et vous allez être placé, là aussi c'est un des sels du métier, finalement, être placé dans des situations qui sont nouvelles pour vous. Et donc vous allez pouvoir utiliser les compétences, mobiliser les compétences que vous aurez acquises parfois sur des espèces différentes, notamment domestiques, au contexte dans lequel vous serez confronté. Et ensuite, vous allez construire petit à petit votre expérience. Donc il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas, mais vous ne partez pas de rien. Donc vous partez d'un corpus de connaissances qui est quand même assez dense. Hein. Les études vétérinaires, c'est quand même des études qui nécessitent un investissement lourd. Et donc vous allez pouvoir mobiliser ces connaissances et puis vous confronter à ces situations nouvelles et acquérir de l'expérience. Il y avait une question avant qui était quelle est la différence finalement entre, une fois le cursus terminé, entre un vétérinaire spécialisé et un vétérinaire généraliste. Donc le vétérinaire spécialisé, c'est un vétérinaire qui, dans la grande majorité des cas, ne va exercer que sa spécialité et qui va travailler au sein d'une équipe ou au sein d'une structure qui lui permettent de n'exercer que sa spécialité. Par exemple, et ça c'est vrai que Pascal le disait, de plus en plus, les zoos, maintenant, quand ils ont le choix entre un vétérinaire qui est spécialiste et un autre qui ne l'est pas, ils vont prendre le spécialiste. Puisque toute la formation de spécialisation va vous donner quand même une formation qui va être beaucoup plus pointue, beaucoup plus poussée, et aussi plus densifiée que ce que vous allez pouvoir obtenir si vous faites de la formation continue. Donc le niveau du vétérinaire spécialisé va être quand même bien meilleur qu'un vétérinaire généraliste. Mais voilà, donc par exemple,
Par exemple, en NAC, typiquement, les vétérinaires spécialistes NAC, eh bien, ils vont travailler soit dans des écoles vétérinaires, soit dans ce qu'on appelle des CHV, des centres hospitaliers vétérinaires, donc qui sont des des hôpitaux avec entre 40 à 100 vétérinaires, et ils vont travailler exclusivement dans leur spécialité. Si c'est un vétérinaire qui se spécialise en médecine de la faune sauvage, eh bien, ça va peut-être être un vétérinaire qui va travailler dans une équipe de recherche sur l'épidémiologie de maladies transmissibles entre les différents animaux de la faune sauvage. Et donc voilà. Donc la différence entre les deux, c'est que le vétérinaire généraliste, il va quand même avoir une formation qui va être moins poussée, alors, ou qui peut obtenir, mais au bout peut-être de 20 ans plutôt que de 4 ans. Et surtout, le vétérinaire généraliste, il va voir toutes les espèces et il ne va pas voir que les animaux de sa spécialité. Voilà. Alors, la zootechnie, tu avais répondu, Pascal. La suivante, quand nous avons notre diplôme de vétérinaire que nous sommes une clinique, pouvons-nous soigner de la faune sauvage si nous avons les compétences? Ça, c'est pour toi. Alors, on a la possibilité de le faire. En fait, la faune sauvage bénéficie d'un statut de protection. Donc, le vétérinaire peut être amené à prendre en charge un animal de la faune sauvage que pourrait lui amener son client, sous réserve que l'animal nécessite vraiment des soins vétérinaires. Parce qu'en théorie, ces animaux devraient être pris en charge directement par un centre de soins qui sont les seules structures habilitées à prendre en charge des animaux sauvages. Néanmoins, compte tenu des compétences particulières du vétérinaire, c'est quand même le spécialiste de la pathologie, s'il s'estime compétent et si l'animal nécessite des soins qui relèvent de l'activité vétérinaire, dans ce cas-là, il peut prendre en charge l'animal, mais dès lors que l'animal ne nécessite plus de soins vétérinaires, il faut que l'animal soit acheminé vers un centre de soins. Et je crois qu'on est arrivé à la fin des questions. Très bien, merci pour votre patience et merci pour avoir assisté aussi nombreux à cette présentation. J'espère que vous avez compris un certain nombre de choses sur cet aspect passionnant, mais qui n'est qu'une des facettes du métier vétérinaire. Donc on vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup, au revoir.